Bonjour à tous, nous sommes avec Simon Garel, le nouveau coach de l'Évreux Volleyball. Bonjour Simon. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs déjà, s'il te plaît? Simon Garel, j'ai 31 ans, je suis né à Rennes, donc je suis breton. J'ai commencé en tant qu'entraîneur dans un tout petit club de Rennes qui s'appelle la à Rennes. Puis après, j'ai évolué petit à petit en tant que bénévole jusqu'à arriver en tant que salarié à temps plein à Terville-Florange, dans un club de Liga, en tant qu'entraîneur du centre de formation et entraîneur adjoint de l'équipe pro et préparateur physique. J'ai fait une saison l'année dernière à Sens, en élite, j'arrive pour ma 7e saison en professionnel ou semi-professionnel à Évreux. Ok, et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans le monde du volley, déjà de base? J'ai commencé à jouer, je ne sais pas exactement quand, mais vers 8-9 ans, je pense, quelque chose comme ça. C'est de voir les gens sur la plage, dans les Côtes d'Armor, qui m'a donné envie de faire ce sport. J'avais fait plein de trucs avant et j'étais nul partout, en gym, en basket. Voilà. Et puis le volley, j'avais un petit talent, quoi, donc j'ai continué quand même un moment. J'ai joué un peu en National 2. Et je suis redescendu en National 3 et progressivement j'ai arrêté de jouer pour me consacrer à l'entraînement, et j'avais plein d'entraîneurs autour de moi qui étaient des gens qui avaient beaucoup d'influence sur moi quand même, que j'admirais pas mal, qui se reconnaîtront. Et voilà, ça m'a donné envie d'entraîner, de continuer à entraîner. Et en parallèle, toutes les facettes de l'entraînement m'intéressaient, donc j'ai fait STAPS en filière entraînement jusqu'en master pour comprendre un peu toutes les palettes de ce métier, voilà, jusqu'à en faire totalement ma vie, quoi. Et comment t'as glissé de joueur à entraîneur? Qu'est-ce qui a poussé cette décision? J'ai quand même compris que j'avais pas un talent infini, quoi, et que j'étais très bon en jeune parce que j'arrivais à lire un peu ce qui se passait, à comprendre ce qui se passait autour de moi et à m'investir beaucoup. Et puis une fois arrivé en senior, le manque de qualité technique et physique était trop criant. Du coup, j'étais dans des rôles pas hyper brillants. Et puis à côté de ça, je prenais vraiment beaucoup de plaisir à entraîner. J'étais entraîneur adjoint en N3, en N2 dans mon club, et j'entraînais aussi dans un comité départemental, au comité départemental d'Ille-et-Vilaine, avec les jeunes, dans une équipe technique qui était vraiment hyper cool, où j'apprenais plein de trucs. Donc j'apprenais beaucoup plus en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur. Je me développais beaucoup plus, donc ça s'est fait assez naturellement, quoi. Donc quand tu dis bénévole, tu faisais du bénévolat, c'était en tant qu'entraîneur adjoint? Ouais, c'est ça, exactement. Donc, Et puis j'étais salarié intermittent du comité départemental, où on faisait des stages de sélection avec les jeunes. Et j'entraînais une section sportive aussi en tant qu'adjoint dans un lycée. d'accord. Je sais qu'en off, on a parlé de la section France. Alors je ne sais pas trop si on peut l'appeler l'équipe de France à prime, mais le camp relève. Donc c'est géré par Gaël Le Draoulec, un des anciens entraîneurs du Pôle France à Toulouse. Et donc c'est des camps, souvent il y en a entre 2 et 4 l'été, qui permettent à plein de joueuses françaises de continuer à s'entraîner, qui ne sont pas prises en sélection A, et qui donc, comme les saisons de volley sont hyper courtes, ça leur permet de continuer à s'entraîner sur 5 mois, quoi, 4 mois, parce que sinon, pour les clubs qui ne sont pas en play-off en Liga, ou même certains clubs d'élite, la saison elle peut s'arrêter en mars, quoi, mars-avril. Et donc quand tu reprends que en septembre ou en août, forcément c'est hyper long, donc ça permet à ces joueuses-là de s'entraîner. Donc moi je fais entre 1 et 2 stages par été tous les ans avec ce groupe-là. Ouais. Et est-ce que ça change quelque chose entre un entraînement pour un championnat comme la Saforel Power 6 ou alors c'est pareil au niveau de l'entraînement? Parce qu'on parle quand même d'une équipe de France. Non, ça change tout. Les camps relève, c'est vraiment axé sur le développement de la joueuse, surtout. Et donc, alors cette année, c'était un petit peu particulier parce qu'il y avait les universiades. Et ça arrive, j'ai peur de dire une bêtise, mais tous les 2 ans, je crois. Mais de manière générale, il y a un accent qui est vraiment mis sur le développement individuel. Les performances collectives de cette équipe-là, elles sont importantes. Mais lors des camps, elles sont quand même mises au second plan. Alors qu'en club, quand tu joues tous les 6 jours ou tous les 4 jours, forcément la pression du résultat et des performances collectives, elle est beaucoup plus importante. On repart un peu sur toi. Est-ce que tu pourrais décrire ta manière de coacher les joueuses?
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'aime bien m'entraîner, moi. Je prends vraiment du plaisir quand je suis dans le gymnase. Alors, c'est peut-être parce que je suis jeune et que je suis pas encore lassé, mais donc, globalement, on s'entraîne beaucoup quand même. Voilà. Je suis quand même assez ouvert sur les règles, tout ça. J'ai un management un peu, pas laxiste, mais bienveillant et plutôt adaptatif, quoi. Donc, je déteste mettre la pression. Je pense que ce que j'essaie de mettre en place, c'est que les joueuses soient exigeantes avec elles-mêmes plus que ce que moi je suis exigeant avec elles, même si c'est important aussi, mais voilà. Et qu'elles se mettent la pression elles-mêmes plus que moi je la mets, en les mettant dans un cadre qui leur convient, ok. quoi. Voilà. Et après, sur le plan technique, je suis quand même très très axé sur l'offensif. J'étais passeur. On sait depuis un moment quand même avec l'analyse des données que le côté offensif, c'est ce qui prime le plus à haut niveau pour avoir des résultats, pour gagner des points. Donc, ouais, je parle quand même un peu plus d'attaque que de défense, même si je sais bien que c'est très important la défense, mais voilà, un petit cadre un peu général. Donc en fait, ce qui te plaît, c'est de pouvoir accompagner des joueuses, de les voir progresser et de les aider à s'améliorer en fait. Ouais, ça c'est une partie des choses. L'autre partie, c'est de gagner quand même. J'ai une haine absolue de la défaite. J'en dors pas la nuit. Mauvais joueur. Ouais. Non, c'est pas ça. En Autre fait, chose. je reconnais quand je suis moins bon. Je reconnais quand l'adversaire est meilleur, quand nous on a été moins bon, quand on a fait des erreurs, quand moi j'ai fait des erreurs, parce que ça m'arrive tout le temps. Mais par contre, je déteste qu'on m'oppose une contrainte ou un problème et que je la résous pas. Voilà, ça me fout dans une rogne. Mais c'est partout pareil, hein. Dans les jeux, quand moi je rejoue au volley sans m'entraîner. Je suis tout le temps énervé parce que je suis nul. Donc voilà, quand je joue, c'est pareil. Donc je déteste largement plus perdre que ce que j'aime gagner. Et donc c'est un peu une addiction, quoi. Et après, effectivement, il y a le côté relation humaine avec la joueuse où j'ai envie qu'elle arrive à ça. Et donc, bah, moi, je vais essayer de tout donner pour qu'elle arrive à ça. Pour son bien à elle, mais aussi pour le bien du club, elle, son bien-être psychologique et physique et technique, quoi. Ouais, donc en fait, tu as envie de trouver des solutions Ouais. à chaque point en fait. Ouais, alors ça c'est le gros défaut, c'est que bah, surtout quand tu es jeune entraîneur, tu as envie de tout faire, et puis tu peux pas, il y a la contrainte du temps, donc hiérarchiser les priorités c'est hyper important, et c'est un truc sur lequel je dois encore beaucoup progresser, parce que ouais, voilà. Et donc ça m'amène dans des situations par exemple où parfois on s'entraîne un peu trop, j'ai du mal à voir les alertes rouges physiques, etc. Mais je progresse quand même. Et, euh, et voilà, mais globalement, ouais, c'est une grande aventure pour moi, une saison. Et donc, il y a plein de points, plein de problématiques à résoudre, pas seulement sur le sportif, hein. Les saisons ne se ressemblent pas en fait. Ah non, jamais. Pas du tout. Bah, au sein d'un même club, voilà, j'ai fait 5 ans à Terville, donc au fur et à mesure, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis parti, c'est que j'apportais plus rien, il me semblait, au club, et puis le club m'apportait plus rien, quoi. Voilà. Mais par contre, entre une saison de ce que je faisais à Rennes, une saison de ce que j'ai fait à Terville, une saison de ce que j'ai fait à Sens et une saison ici, non, c'est totalement différent. Puis tu rencontres des gens qui te font réfléchir, qui te font penser à d'autres trucs, agir de manière différente, etc. Voilà, l'année dernière, par exemple, j'avais pas d'adjoint à Sens. Cette année, on fonctionne à 2 avec Gilles, bah, c'est hyper bien parce que ça te permet de réfléchir à beaucoup plus de trucs, à faire beaucoup plus de choses en même temps et, voilà, et à te remettre en question. Et ça a vraiment un vrai avantage du coup d'avoir un adjoint. Ah ouais, bah, bien sûr. Mais c'est même pas un avantage, c'est-à-dire c'est obligatoire. Surtout en SP6 ou en élite, on peut quand même rester seul. Parce que l'année dernière, on était avec Aurélien Georgeot. Et il était là à tous les matchs. Même s'il était bénévole, il était tout le temps là. Il aidait tout le temps Gilles. Donc est-ce que le championnat soit différent, ça a un impact ou pas? Alors moi, ma conviction personnelle, c'est qu'en 2025, si tu penses que tu peux tout faire tout seul, t'as rien compris, quoi. Voilà. Et donc moi, j'ai même eu des discussions assez avancées avec Aurélien pour qu'il reste. Bon, une fois qu'il a eu une opportunité professionnelle, je lui ai dit que je l'ai plutôt poussé à partir, quoi. Parce qu'évidemment, on ne pouvait pas faire suivre ici. Mais par contre, si j'avais pu être 3, j'aurais adoré être 3. Donc 2, évidemment, c'est déjà le top. Mais non, c'est indispensable d'être 2. Puisque tu ne peux pas. Tu as un volume de choses à faire, un volume de choses à penser, un volume de choses à mettre en place. Et plus tu vas être concentré sur le moins de tâches possible, plus ces tâches-là, tu vas les faire bien. Donc ça me paraît d'une logique implacable, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé chez nous?
Ouais, bah, au mois de janvier, on a commencé à discuter un petit peu avec Flavien. Et moi, ça m'intéressait beaucoup. L'avenir à Sens, pour moi, était très, très indécis. Il n'y avait pas grand-chose qui se dessinait pour l'instant. Donc, j'avais rien. Puis, j'avais envie de voir toutes les opportunités qui pouvaient s'ouvrir à moi. Et puis, bon, au bout d'un moment, quand on a un club avec une structure pareille qui vient te chercher, tu réfléchis pas non plus trop longtemps. Donc, quand l'opportunité concrète est arrivée sur la table, j'ai pas mis longtemps à me décider, quoi. J'ai signé direct. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis arrivé dans un contexte où il y a une petite pression d'évolution qui m'a été mise sur les épaules. Et ça, c'est ce que j'aime, moi, d'avancer. Donc je pense que l'Évreux Volleyball, c'est un club qui a besoin d'avancer. Et donc je suis hyper content d'être dans ce contexte-là. Ouais. Le VB t'a recruté en tant que coach pour l'élite. Et on t'a ensuite expliqué qu'on passait en SP6. Ça a changé tes objectifs ou tu es dans la même vision, tu veux travailler de la même manière ou pas? Travailler de la même manière, ouais. Plus ou moins, puisque dans tous les cas, le but du jeu, c'est quand même de gagner des matchs, quoi. Donc tu travailles dans ce sens-là pour faire progresser les filles, et individuellement, et pour faire progresser l'équipe. Le choix de la SP6, ce que ça a changé, c'est de... je sais plus si j'avais donné cet argument-là comme ça, mais on passe d'une saison, on va quand même globalement beaucoup gagner en élite, à une saison où on va probablement plus perdre que gagner, voire beaucoup perdre en SP6. Donc les choses peuvent changer, mais a priori, ça va se passer comme ça. Et donc, d'un point de vue psychologique, tu abordes les choses en SP6, tu es obligé de les aborder avec beaucoup plus de relâchement, quoi. Un peu d'inquiétude, forcément, mais beaucoup plus de relâchement, parce que si tu te fermes et tu te crispes à la première défaite, bah, après, t'es mort, quoi. Donc, je suis quand même beaucoup plus relâché en SP6 que si j'avais été en élite, à savoir que entre guillemets, le moindre faux pas signait la fin de l'objectif. Okay. Voilà, parce que je suis pas du tout persuadé que ça aurait été plus facile de monter en Liga si on était en élite, en SP6 pardon, que de se maintenir en SP6. Voilà. Donc pour moi c'est même presque plus, le défi est même presque plus accessible maintenant que Nantes est en élite, de se maintenir, quoi. Ok. Donc maintenant, on est en 2025-2026, on a une nouvelle équipe, le mercato est sorti, etc. Tu as fait partie du recrutement. Donc le manager et Gilles t'ont consulté pour savoir qui est-ce qu'on recrutait sur cette saison élite, mais qui maintenant passe en Liga. Quelles sont tes premières impressions sur le VB et aussi sur l'équipe? Le VB, c'est difficile parce que j'y suis que depuis 3 semaines et globalement, on est 3 fois par jour au gymnase, entre 2 et 3 fois par jour au gymnase. Donc, j'ai rencontré les bénévoles. C'était super cool, la demi-journée organisée d'ailleurs. J'ai adoré, c'était bien mieux que tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. Donc, le VB, c'est difficile d'en parler, mais pour l'instant, tout se passe vraiment très très bien. Il y a une vraie proximité avec les dirigeants, il y a une vraie proximité avec la présidente, avec Flavien, le manager et tout. Donc, ça, c'est vraiment bien. On sent un vrai intérêt. Et sur l'équipe, je suis vraiment très très content. C'est une équipe de travailleuses. Vraiment, elles encaissent plus que ce que je pensais, le volume d'entraînement. Donc ça, c'est bien. Il y a quand même des petits bobos, mais voilà. Et c'est une équipe où il y a... alors c'est un peu les poncifs qu'on entend tout le temps, mais vraiment, il y a une belle ambiance. Il y a une ambiance décontractée, mais qui sait se mettre au travail. Ça rigole au bon moment, c'est sérieux au bon moment, etc. Je crois qu'elles vont toutes au match de la LM ce soir, donc ça fait partie des bons signes. Non, c'est vraiment cool. C'est la réputation qu'on a sur la saison 1 du podcast, c'est ce qui ressortait à chaque fois. Ouais. Non, mais là, je sens que le groupe est vraiment conscient des enjeux qu'il y a pour tout le monde. Et il y a plein de filles qui, individuellement, en plus, sont dans les mêmes enjeux. C'est-à-dire que, par exemple, Justine Chéreau, elle sort de 2 ans en Liga en n'ayant pas ou peu joué, un peu plus joué à Terville à cause des blessures. Manon et Judith, elles arrivent du Pôle France où elles étaient en Liga et maintenant il faut un petit peu faire ses preuves parce que du Pôle France dans un club professionnel c'est pas du tout la même chose. Il y a un gros paquet de joueuses qui ont passé longtemps en élite et qui ont envie de passer le cap. Donc en fait pour toute l'équipe et pour moi c'est le moment de faire ses preuves parce qu'on n'a jamais connu ça. Il y a Milica qui a connu la première div, Laure aux États-Unis, même si ça fonctionne pas de la même manière. Juliana en Colombie et au Brésil, mais pareil, ça fonctionne pas de la même manière. Donc en fait, les enjeux sont les mêmes pour tout le monde.
Donc au-delà de l'amitié et de la bonne entente et tout le monde sait que chacun va avoir besoin de l'autre pour passer ce cap. La saison, elle est en train de commencer. Là, la prépa, elle a commencé. Est-ce que tu as déjà fixé des objectifs? Est-ce que tu en as déjà parlé aux filles? Ouais. Parce que tu dis gagner des matchs, oui, certes, mais au niveau classement, etc., est-ce que tu as projeté? Bah, on a décidé de fixer un objectif avec Flavien et Gilles, qui était la 10e place. Et donc, un objectif de points à 32 points, je crois. Ouais. Alors, 32 points à relativiser parce que c'était quand il y avait 14 équipes. C'est la moyenne de points sur les 5 dernières années de la 10e place. Mais à 13 équipes, du coup, ça doit être un peu moins. Alors, j'ai pas fait le prorata, mais voilà, avec 2 matchs en moins. Mais l'objectif, c'est que sur les très grosses équipes, donc on va dire le top 5, il faut gratter. C'est-à-dire qu'il faut aller gratter le plus de tie-break possible. On n'a pas les armes, a priori, sur 10 matchs pour les battre 7 fois. Quoi. Sur un match, on peut les battre. Voilà. Et sur un match, surtout, on peut prendre des tie-breaks. Ça, c'est sûr. On peut prendre des tie-breaks contre toutes les équipes parce qu'on a l'état d'esprit pour. Je rappelle aux auditeurs, le tie-break, c'est quand on va en 5-7 et en fait, on gagne quand même. C'est 2 points si tu gagnes et 1 point si tu perds au tie-break. Voilà. Et ça, c'est des points qui vont être vitaux, absolument vitaux pour nous. Et donc, le top 5, c'est Mulhouse, Paris, Vendeuvre, Le Canet, potentiellement Béziers, ça dépend de la saison qu'ils font. Enfin, voilà, ce genre de grosses équipes, quoi. Et puis après, sur toutes les autres équipes, donc les 7-8 équipes qui restent, l'objectif, moi, je veux les gagner. C'est-à-dire qu'il faut se battre jusqu'au bout, même si on a une équipe qui a été préparée pour l'élite, ça veut rien dire. Et donc les 32 points, en fait, ils peuvent hyper vite se transformer. Bordeaux, l'année dernière, son objectif, c'était de se maintenir. Et ils ont fini en play-off. Saison de fou, quand même. Saison de fou, voilà. Ils ont fini en play-off à vraiment faire peur à Paris en 8e de finale. Pardon, en quart de finale. Donc tout peut se passer. Maintenant, il faut relativiser. Il ne faut pas voir les étoiles trop vite non plus. Match après match, voilà. Il y a des matchs qui sont potentiellement plus importants que d'autres. Mais si on perd Saint-Dié-l'Accident et qu'on va 3 fois au tie-break contre Paris et Le Canet, bon bah en fait, on s'y retrouve quoi. Donc il ne faut pas aller trop vite sur les objectifs. Et surtout, il faut prendre chaque match pour se battre jusqu'au bout et prendre tout ce qu'on a à prendre. Voilà. Et pas avoir de complexe et pas être frustré par une défaite. Ou, voilà. Toi, tu as un contrat d'1 an, 2 ans, 1 an. 1 an, ouais. Ça sera en fonction de tes objectifs que ça sera reconduit. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Ouais, probablement, c'est sûr. Bah, y a des choix que j'ai faits et si ces choix ne fonctionnent pas, voilà, le club aura tous les droits de pas me prolonger s'ils estiment qu'il ne faut pas. Maintenant, moi, l'idée, c'est que si notre travail avec Gilles est valorisé et que les objectifs sont atteints ou plus ou moins atteints, moi, je me projette ici, ça c'est sûr. Si le club avance plus ou moins à la vitesse à laquelle j'ai envie qu'il avance, bah, moi, c'est OK. Il y a des gros facteurs limitants au club, j'en ai déjà parlé à quelques personnes, qu'il va falloir régler. Si on les règle à moyen terme, ça peut très bien se passer. L'avantage, c'est qu'on est dans une situation où le club a connu il y a longtemps toutes les erreurs qu'il ne faut pas refaire. Donc les énormes déficits, l'angoisse de ne pas pouvoir payer les salaires, etc. Donc maintenant, il y a une espèce de précaution qui s'est installée où tout le monde est OK, ça on peut faire, ça on ne peut pas faire. Et il y a une évaluation sur ce qui est investi qui est hyper intelligente. Donc ça, c'est à long terme. Et donc, dans ce cadre-là, on peut travailler et on peut faire les choses si on n'est pas impatient. Ok. Voilà. Et selon toi, si on respecte à peu près tous ces paramètres, l'EVB, l'Evre Volleyball, ça sera un acteur majeur de la Liga dans quelques années? Ça dépend de ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, si un acteur majeur, c'est un club qui est influent de par sa présence systématique en play-off. Oui, c'est plus ça que je voulais dire. Voilà. Alors ça, oui. Jouer les premiers rôles, on va dire le top 4, ça m'étonnerait parce que les budgets maintenant sont quand même dans le top 4 très très loin de nous. Ouais. Mais voilà, c'est pas l'objectif. Moi, mon objectif, c'est d'amener le VB dans une position où on peut se qualifier systématiquement en play-off, un peu calqué sur le modèle de Bordeaux qui vient de monter. Ouais. Et ensuite, sur une saison où les planètes s'alignent et où tout le monde a progressé à la même vitesse à l'intérieur du club,
se qualifier en Coupe d'Europe. Voilà. Ça peut arriver, et ça, c'est un objectif qui est lointain, mais voilà, qui est visible quand même, quoi. Est-ce que tu peux nous dire quelle était ta vision des choses sur le VB en tant que personne extérieure au club? De quand j'étais en Liga et l'année où Évreux était en Liga aussi, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Et C'était une saison quand même assez compliquée. C'était une saison compliquée, voilà, j'en suis conscient, mais j'avais pas du tout le recul de ce qui se passait à l'intérieur du club. Donc voilà, je trouvais quand même qu'il y avait je me souviens que je trouvais qu'il y avait eu des très bons choix de recrutement quand même, des choix très intelligents, mais à part ça, je connaissais pas bien. J'ai surtout découvert l'année dernière en étant en élite, et je me suis dit que c'était un club qui était beaucoup plus structuré pour la Liga que pour l'élite. Alors même si on pourrait dire qu'il n'est pas structuré pour la Liga, mais en fait il est beaucoup plus proche de la Liga que l'élite largement. Donc ça, sur la structure, le fait que chaque secteur soit cloisonné, il y a une chargée de communication, il y a un secrétariat qui marche bien, il y a 2 kinés qui s'investissent à fond, il y a un préparateur physique qui s'investit à fond, il y a 2 entraîneurs, Gilles et moi. L'année dernière, c'était Aurélien et Gilles. Donc au niveau staff et au niveau dirigeant, c'est hyper bien cloisonné et organisé. Je suis là que depuis 3 mois, et puis j'ai 1 an de recul sans connaître bien le club. Donc, mais de l'extérieur, c'est quand même très très carré. Et ce qui fait que c'est un club qui est sécurisé. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est plus important que les résultats sportifs. Voilà. On parlait d'objectifs, mais on va parler maintenant des défis. Est-ce que c'est vraiment un défi pour toi cette année d'être en SP6? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse marche entre la seconde division et la première division? Énorme. Absolument. Absolument énorme. Non, vraiment. C'est 2 championnats qui ont vraiment rien à voir. Ça ne veut pas dire que la Liga, pour un club de Liga, est plus difficile que l'élite pour un club d'élite. Vraiment, c'est très dur une saison d'élite. Nous, on a fait vraiment une belle saison par rapport à nos moyens à Sens l'année dernière, et on fait 4e, ce qui est un très bon résultat, hein, mais ce qui n'est pas un résultat, voilà. Donc non. Par contre, au niveau de, on va dire, le volume de choses que sont capables de faire les joueuses dans une équipe de Liga, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur des joueuses ultra professionnelles qui savent tout faire au niveau physique, qui savent tout faire au niveau technique, globalement, avec une vraie expérience. Il y a quand même moins de jeunes joueuses, de plus en plus quand même, parce que le Pôle France travaille vraiment très bien pour fournir des jeunes joueuses, mais il y a quand même moins de jeunes joueuses qu'en élite. Et donc ouais, chaque match, c'est vraiment une épreuve, et il faut beaucoup plus d'énergie pour préparer un match en Liga que pour préparer un match en élite. Ouais, ça c'est sûr. Donc par exemple, j'ai parlé l'autre jour avec les bénévoles des vitesses de service qui ont rien à voir. Et donc là, c'est un peu notre gros travail en ce moment avec Gilles de se mettre au niveau des vitesses de service, parce que si sur l'engagement tu prends pas l'avantage sur l'adversaire, en Liga, t'es proche de 0% de gagner le point, quoi. Ouais, c'est ce qui se dit sur l'équipe de France masculine. Je crois que ils font tout pour marquer dès le service. Et en fait, s'ils sont pas agressifs dès le service, c'est comme s'ils perdaient le point par la suite, quoi. Ah ouais, tu meurs. Bah, de toute façon, en garçon, on observe qu'il y a de moins en moins de serveurs flottants. Voilà. Ouais, c'est Et que le but du jeu, le service, ça devient une attaque. Alors il y en a encore, hein, Trevor Clevenot, il a une alternance de service où il sait faire les deux avec une précision hors norme, mais globalement tout le monde envoie des sacoches au service, et puis après on voit ce qui se passe. Et si la récep est à 5 mètres, tu as éventuellement une chance de faire quelque chose. Si la récep est à 2 mètres, tu n'as plus aucune chance, sauf exploit, quoi. On n'est pas là en féminin quand même, voilà. Mais parce que les qualités physiques sont inférieures, mais on s'en approche aussi, c'est sûr. Mais le club a investi dans une machine à ballon. Donc j'explique un peu à nos auditeurs, c'est une machine qui lance des ballons au-dessus du filet à une vitesse qui peut se régler, mais qui va super fort. Et donc ça, c'est un achat qui a été fait pour justement s'entraîner sur des services ou aussi des attaques. Ou à quoi ça sert cette machine en fait? Alors ouais, ça permet de s'entraîner effectivement sur des trajectoires qui ressemblent à ce qui peut être produit par les joueuses en match. C'est fait pour soulager les épaules aussi, parce que quand on frappe 200, 300, 350 fois dans la semaine, au bout d'un moment, c'est difficile, que ce soit pour les joueuses ou pour les entraîneurs. Donc pour soulager les épaules, c'est hyper important. Et puis la troisième chose, c'est que c'est un outil qui donne pas d'informations de lecture. C'est-à-dire que tu n'as pas d'indication sur
la passe, Mm. la motricité de l'attaquante, etc. Et donc ça travaille aussi pas mal la vitesse de réaction parce que tu as moins d'informations à lire et tu es beaucoup plus en réaction de la trajectoire qui est produite, quoi, et pas en réaction de la préparation de l'adversaire. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Mais outil indispensable pour moi. Indispensable. Mais à voir, c'est vraiment impressionnant parce que ça va vraiment très très vite, quoi. Ouais. Et je sais pas comment les joueuses elles font pour encaisser autant de shoots, quoi. C'est Bah, en fait, avant, on avait des grosses machines. Alors, il me semble que c'était Globus, la marque, qui frappait beaucoup plus fort, mais qui fracassait les ballons. C'est-à-dire qu'au bout d'une saison, les ballons étaient blancs et tu pouvais plus t'en servir pour jouer normalement. Celles-là sont beaucoup mieux et elles frappent moins fort quand même. On peut monter à beaucoup moins de tours par minute, parce que c'est des grosses roulettes. Mhm. Donc ça se calcule en tours par minute et donc ça peut envoyer, je pense, je dirais entre 75 et 85 km/h, je pense, quelque chose comme ça. Parce que j'ai une belle perf pour Oui, la féminine, enfin oui, l'équipe clairement. féminine. Ouais, c'est clair. Et donc, ça protège les ballons et ça, c'est top. Mais on a eu des machines avant, des plus vieilles machines qui envoyaient un peu plus. Ouais. Tout à l'heure, on parlait du fait que on allait sûrement avoir plus de défaites que de victoires. Est-ce qu'il y a une préparation qui est faite auprès des joueuses pour une préparation mentale pour qu'elles comprennent que une défaite, c'est une défaite, faut aller de l'avant et faut battre, faut gagner le prochain match, quoi. Bah, déjà, de un, il faut voir la saison dans son ensemble. C'est-à-dire que, ok, on aborde les matchs un par un, mais en fait, il y a 24 matchs à jouer. Bon, je ne compte pas les matchs de Coupe de France, mais tant qu'on n'a pas joué les 24 matchs, bon, excepté s'il y a une catastrophe et qu'en décembre, on est déjà dans une situation difficile, mais sinon, il y a 24 matchs à jouer. Donc, il faut le voir d'une manière globale, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu perds contre tes concurrents directs et que tu fais des exploits contre. Voilà. Bordeaux bat 3 fois le Canet l'année dernière. Ouais. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais voilà. Donc, il y a déjà cet élément-là qui est important pour relativiser le match isolé. Et ensuite, je pense qu'il faut se centrer sur la tâche, au-delà de se centrer sur le résultat. Parce que le résultat, il est beaucoup plus dépendant de l'adversaire que de nous, tout simplement. Donc tu peux faire le meilleur match de ta vie. Si tu joues contre l'équipe de France actuelle de César, tu vas perdre. Voilà. Et Cazot, à Vakif Bank, tu vas perdre. Ouais. Donc ça, c'est pareil, ça permet de relativiser. Si nous, on est dans nos objectifs de performance statistique, c'est-à-dire telle performance en réception, telle performance à l'attaque, telle performance de side-out, donc la capacité à faire le point quand on est en réception, tel taux d'efficacité au service, etc. Si nous, on est dans nos standards qu'on s'est fixés, donc sur notre tâche qui ne dépend presque que de nous, en fait, on n'aura rien à regretter. On aura tout fait, on aura fait les choses bien, on aura pris les bonnes décisions, et juste l'opposition aura été plus forte. Voilà, mais l'opposition est plus forte, ça... Ouais, t'essayes de balancer en fait pas les propos, mais de dire certes on a perdu, mais on a perdu avec la manière, par exemple. Exactement, voilà. Perdre contre la manière, c'est un peu le poncif qu'on voit en foot, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on a joué de la bonne manière, mais que les compétences de l'adversaire sont largement au-dessus, c'est normal de perdre. Il n'y a pas de défaut. Ce qui, moi, peut m'alarmer, c'est un enchaînement de mauvaises performances. Et une mauvaise performance, ça peut aussi, une défaite, une victoire au tie-break, ça peut être une mauvaise performance. Hein. Voilà, ce qui va montrer un manque d'investissement à l'entraînement, un manque d'investissement dans le match, un manque de connaissance de l'adversaire, un manque d'implication à l'entraînement, etc. Ou même des grosses erreurs de Gilles et moi dans l'analyse, c'est possible aussi. Ou la planification, c'est possible aussi. Ça, c'est alarmant. Voilà. Mais le résultat isolé en lui-même, il a une signification dans ma tête moindre que ces deux éléments-là. Ok. À l'EVB, ce qui est aussi important, c'est les supporters. On a vraiment un gros groupe de supporters. Les spectateurs sont là vraiment à chaque match et ils font énormément de bruit. Et nous, ce dont on a un peu peur, c'est que ça s'essouffle si jamais il y a trop de défaites. Donc, est-ce que tu n'aurais pas un mot à dire à tous ceux qui nous écoutent ? Ça me fait penser un peu à la réponse que j'ai donnée d'avant et une discussion que j'avais souvent avec mon manager général à Terville, que je salue, Frédéric.
Et on se battait tout le temps quand on était au bureau, tous les deux, parce que lui, il réfléchissait souvent avec la phrase il n'y a que le résultat qui compte, ou on se souvient que du gagnant, ou on se souvient que du premier, etc. Et moi, je suis en désaccord total avec ça, parce que le match où on a eu le plus de supporters à Terville, c'était contre Turca Vaiolari en Coupe d'Europe, donc un énorme club turc avec 4 millions, 4 millions 5 de budget, il me semble. Ouais, Et évidemment, on allait perdre. c'est une grosse affiche, quoi. Voilà, et on avait tout le temps énormément de monde contre Mulhouse, tout le temps énormément de monde contre le Canet. Moi, je suis supporter du Stade Rennais. Au stade, quand c'est le plus rempli, c'est évidemment le derby contre Nantes, mais on le gagne toujours. Et les gros matchs contre Paris, Lyon, Marseille, etc. Parce qu'en fait, quand tu es spectateur et supporter, tu viens pour voir ton équipe gagner, ok, mais tu viens surtout pour voir comment ton équipe va réagir en étant dans une situation difficile. Pour moi, c'est ça le plus important. Et tu peux très bien voir un super match et être fier de ton équipe et être fier de ton club, malgré la défaite, puisque tu sais que tu n'as pas forcément les armes pour te battre. Donc en fait, c'est ça. Si nous, on rend fiers nos supporters, dans la situation dans laquelle on est, on risque rien. Voilà. Et moi, je peux garantir à tout le monde qu'on sera au rendez-vous. Ça, c'est sûr. Puisque je sens l'équipe, je sens la motivation qu'il y a derrière tout ça, à l'intérieur du groupe, mais aussi à l'extérieur, chez les bénévoles, chez les dirigeants et tout. Tout le monde est excité. Donc, en tout cas, nous, on va tout faire pour y arriver. Voilà. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va tout faire pour y arriver et pour montrer à tout le monde qu'on est capable de donner du spectacle. Voilà. Après, le résultat, encore une fois, il y a trop d'indécisions et trop de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Ok, j'espère que vous nous avez bien écoutés et que vous serez là du coup pour tous nos matchs. Merci beaucoup Simon pour cette plaisir. interview, c'était vraiment très intéressant. J'espère que ça vous aura plu et nous on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.